Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Il avait 19 ans à peine. Un soldat français a été tué dans le Nord Mali. 3 autres sont blessés, dont 2 sont dans un état grave. Une mine a explosé au passage de leur convoi qui se dirigeait vers Tessalit. Quel type de mission était en cours? Comment l'opération Barkhane se réorganise-t-elle? On en parle avec Serge Daniel à Bamako. Cela faisait près de 2 ans que ce n'était plus arrivé. Un haut responsable occidental en visite à Tripoli, le chef de la diplomatie italienne, est venu soutenir le gouvernement d'union parrainé par l'ONU et dont le Premier ministre vient de s'installer dans la capitale. Toutes les équipes africaines se préparent activement en vue des Jeux Olympiques qui démarrent dans moins de 4 mois. Pour la première fois, il y aura une équipe de réfugiés. Reportage près de Nairobi où des sportifs qui ont fui le Soudan ou encore la Somalie s'entraînent en vue d'obtenir leur ticket pour Rio. C'est l'Elysée qui l'a annoncé dans un communiqué cet après-midi. Un jeune soldat français a été tué, 3 autres blessés dans le Nord Mali. Leur véhicule, qui se dirigeait vers Tessalit, a été soufflé par l'explosion d'une mine. C'est le 15e soldat français à perdre la vie depuis le début de l'engagement de la France au Mali. Le récit de nos confrères de France 2. Le première classe Michael Poussing avait 19 ans. Célibataire et sans enfant, le jeune soldat s'était engagé dans l'armée de terre il y a un peu plus d'1 an. Ce matin, il était dans un blindé comme celui-ci que nous avions filmé il y a quelques semaines au nord du Mali. Il avait quitté vendredi Gao avec un convoi logistique en direction de Kidal et de Tessalit, des anciens sanctuaires djihadistes. Juste avant la fin de son trajet, son blindé a sauté sur une mine. Il était en tête de convoi. Les engins explosifs sont nombreux ici au nord. Une mine, il y a 3 semaines, avait explosé sur notre trajet. Aujourd'hui, dans l'explosion, le jeune soldat a trouvé la mort et 3 de ses camarades ont été blessés. Ils ont été rapatriés à Gao, où près d'1 millier de soldats français sont déployés dans le cadre de l'opération Barkhane. Le première classe Michael Poussing avait fini major de sa promotion. Il était passé rapidement conducteur. Ce soir à Auxonne, dans son régiment, le 511e, le drapeau est en berne. Cette nouvelle victime française qui illustre donc une nouvelle fois les dangers de cette région. On va en parler tout de suite avec Serge Daniel qui est en direct avec nous de Bamako. Serge, ce convoi français se dirigeait vers Tessalit. Est-ce qu'on sait sur quel type de mission ils étaient engagés ? Ah oui, vous savez que la région de Tessalit est dans la région de Kidal, et la région de Kidal s'étend sur 260 000 km², c'est la moitié de la France, et c'est le quartier général des terroristes dans le nord du Mali. Donc la mission se dirigeait à Tessalit parce qu'ils avaient de la logistique, il fallait amener du matériel lourd, et en même temps, il faut savoir que l'opération Barkhane est en train de mener depuis quelques semaines des opérations assez pointues dans cette région de Kidal. Il y a eu des attaques, il y a eu des interventions militaires remarquées d'après nos informations, non loin de la frontière algérienne où des terroristes ont été tués. Donc cette zone est une zone dangereuse et les militaires de l'opération Barkhane étaient en route pour amener de la logistique et pour organiser de nouvelles patrouilles dans cette vaste zone. Serge, les attentats se sont multipliés ces derniers mois, frappant des capitales comme Bamako, Ouagadougou ou encore Grand Bassam, tout près d'Abidjan. Est-ce que l'opération Barkhane est en train de se réorganiser ? Alors, même si les Français ne le disent pas, on a quand même l'impression que le dispositif est en train de se réorganiser. Vous savez, au départ, il y avait l'opération Serval, qui s'était essentiellement concentrée au nord du Mali, et après, c'est devenu Barkhane pour s'étendre dans tout le Sahel. Mais en réalité, les militaires de l'opération Barkhane seuls ne peuvent pas lutter contre le terrorisme dans tout le Sahel. Donc, l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est on ressent qu'il y a un recentrage, donc serait-ce que temporaire, de leurs actions dans le nord du Mali, ce qui explique aussi pourquoi vous avez du matériel lourd qui monte. Vous savez que bientôt, il y aura un renforcement du dispositif dans un autre pays voisin du Mali. Et effectivement, donc, on a l'impression, on a la nette impression qu'il y a un recentrage du dispositif Barkhane dans le Sahel, dans le Sahara, pour se concentrer au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, l'épicentre donc du terrorisme dans la zone. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Serge Daniel, en direct de Bamako. Et puis j'ajoute qu'on a appris ce soir l'arrestation d'au moins 7 djihadistes présumés la semaine dernière dans l'ouest du Mali, près de la frontière avec la Mauritanie.
La Libye, au cœur des attentions de la communauté internationale. Une grande réunion internationale s'est tenue en Tunisie, voisine de la Libye. La Libye sur laquelle flotte un léger vent d'espoir après 5 années de chaos. Le chef de la diplomatie italienne, l'un des principaux partenaires de la Libye, effectue un déplacement historique à Tripoli. Nicolas Germain. C'est la première visite d'un haut responsable occidental à Tripoli depuis les violences de l'été 2014. Le ministre italien des Affaires étrangères est venu apporter son soutien au gouvernement formé sous l'égide de l'ONU. Nous, Européens, nous étudions tous la possibilité de rouvrir dans un avenir proche notre présence diplomatique ici à Tripoli. La décision n'a pas encore été prise, mais nous en discutons beaucoup entre pays européens. Sa visite intervient près de 2 semaines après l'arrivée à Tripoli de Fayez al-Sarraj. Le chef du gouvernement d'union nationale avait dû se rendre à Tripoli par bateau car ses opposants avaient fermé l'espace aérien. Lundi, le Parlement reconnu par la communauté internationale doit voter pour ou contre ce gouvernement. Ce mardi, Tunis accueillait une conférence des institutions financières internationales pour venir en aide à la Libye 5 ans après la chute de Mouammar Kadhafi. Depuis 2014, le pays compte 2 administrations rivales. Dimanche, voici ce qu'a répondu Barack Obama lorsqu'un journaliste lui a demandé quelle avait été sa plus grande erreur. Probablement de ne pas avoir mis en place un plan pour ce qui allait se passer en Libye, après ce qui fut, je pense, une intervention justifiée. L'un des plus grands défis pour le nouveau gouvernement libyen sera la lutte contre les combattants de l'organisation État islamique. Ces derniers mois, leur nombre a augmenté. D'après l'armée américaine, ils sont environ 5000 sur le territoire libyen. L'actualité, en bref, dans le reste du continent, les naufrages en mer se multiplient au large de la Libye. Ces 2 derniers jours, l'Italie a secouru près de 4000 migrants dans le bras de mer qui sépare la Libye des côtes italiennes. Les gardes-côtes libyens ont quant à eux annoncé avoir sauvé près de 650 personnes au large de Tripoli. Une nouvelle étape vers l'application de l'accord de paix au Soudan du Sud. Maintes fois reporté, le numéro 2 de la rébellion, Alfred Ladougor, est arrivé à Djouba une semaine avant l'arrivée de Riek Machar, le chef de la rébellion, nommé vice-président et qui doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. Un gouvernement qui mettrait ainsi fin officiellement à 2 ans et demi de conflit. Une nouvelle attaque au Burundi dans l'est du pays. Au moins 6 personnes ont été tuées dans un marché de Gisuru dans la province de Ruigi. Des hommes armés venus de Tanzanie voisine d'après des témoins. Selon ces mêmes témoins cités par l'AFP, l'attaque visait un groupe d'Imbonerakure, une milice proche du parti au pouvoir. Premier conseil des ministres pour la nouvelle équipe en place au Niger. 2 hommes de confiance du président Issoufou occupent des postes clés. Mohamed Bazoum a été nommé à l'intérieur et Assoumi Massaoudou, un autre proche du président, occupe quant à lui le poste clé de la défense. Aucun opposant dans l'équipe gouvernementale de Brigitte Raffini, malgré la proposition du président de former un gouvernement d'union avec l'opposition. La sécheresse continue à sévir en Afrique australe. Conséquence, l'un des plus grands barrages du continent à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe est presque à sec. Les eaux du lac qui l'alimentent sont au plus bas. Il s'agit pourtant d'une ressource en nourriture mais aussi en énergie capitale pour les populations de la région. Reportage. Tout autour du barrage de Kariba, on devine où était l'eau avant. 2 années de sécheresse dues au phénomène El Niño ont fait des ravages dans toute l'Afrique australe. Et la plus grande réserve artificielle d'eau douce du monde est quasi à sec. Nous avons 2 stations de génération d'hydroélectricité dans le lac, une en Zambie et une au Zimbabwe. À elles 2, au quotidien, elles consomment entre 900 et 1000 mètres cubes. Le lac n'est rempli qu'à 12% de sa capacité, alors que l'année dernière, à la même période, il était rempli à plus de 50%. Les 2 pays qui dépendent du barrage pour leur alimentation en électricité, la Zambie et le Zimbabwe, subissent des coupures fréquentes. L'autorité du fleuve Zambèze rationne l'alimentation en eau de la centrale et cherche des sources alternatives d'énergie. Mais d'ici à 5 mois, s'il ne pleut pas, le barrage pourrait être complètement à sec. Une catastrophe nationale et locale aussi. Des milliers de pêcheurs souffrent directement de la baisse des eaux. Il n'a pas assez plu cette année et le niveau de l'eau est trop bas. Nous n'attrapons pas autant de poissons qu'en 2014 et ces dernières années. Ça devient difficile de survivre.
Parce qu'il n'y a pas de boulot à Kariba. Avec des revenus divisés par 4, Wonder Dipuka n'est pas sûr de pouvoir continuer à payer l'école de ses enfants. Et à l'approche de la saison sèche, les problèmes d'approvisionnement en énergie et en nourriture risquent de se multiplier dans la région. Une affaire qui pourrait faire du bruit sur le continent. Le siège du groupe Bolloré a été perquisitionné à Puteaux, près de Paris. Les perquisitions ont eu lieu dans le cadre d'une enquête sur les conditions d'octroi des concessions du port de Conakry en Guinée et de Lomé au Togo. Selon le journal Le Monde qui a révélé l'affaire, le groupe fait soupçonner d'avoir utilisé son bras publicitaire Havas auprès de chefs d'État africains pour faciliter l'obtention de la gestion de ces ports. Tout cela relève du fantasme, a rétorqué l'un des avocats de Bolloré. À 4 mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques au Brésil, les athlètes se préparent partout à travers le monde, des sportifs de tous les pays et même ceux qui n'en ont plus. Pour la première fois, il y aura une équipe de réfugiés. Reportage à 40 km de Nairobi, des réfugiés s'entraident aux côtés d'athlètes kényans dans l'espoir d'obtenir leur sésame pour Rio. Angelina Ndai a été repérée il y a 6 mois lors de courses organisées dans un camp de réfugiés au Kenya où elle est arrivée après avoir fui la guerre civile au Soudan du Sud. Aujourd'hui, elle s'entraîne dur dans l'espoir d'être sélectionnée dans l'équipe de réfugiés qui ira à Rio. Je serais très fière d'être là-bas et d'être reconnue comme sud-soudanaise parce que je crois que la plupart des champions sud-soudanais n'ont jamais été au JO. Mais peut-être que cette année, au moins un d'entre eux pourra représenter le pays. Ils sont une quarantaine de prétendants pour seulement 5 à 10 places dans l'équipe. Et la transition entre les camps de réfugiés et la piste d'athlétisme n'est pas facile. Plusieurs ont déjà abandonné, leur corps n'a pas résisté à l'intensité des entraînements. Une école a été réquisitionnée dans le sud du pays pour ces sportifs pas comme les autres, et c'est l'ancien entraîneur de l'équipe olympique kenyane qui est en charge de leur préparation. Ils sont arrivés à l'état brut, nous les avons perfectionnés et maintenant vous voyez, ils courent comme les autres athlètes qui s'entraînent ici. La seule différence, c'est que les autres sont l'élite et eux, ici, marchent dans leurs pas. John Azra est particulièrement satisfait des performances de Mohamed Aboubakar aux 5000 mètres. Ce réfugié somalien est arrivé au Kenya à l'âge de 5 ans et a passé les 20 dernières années dans des camps. Ses coéquipiers le surnomment Mo Farah en raison de sa ressemblance avec le champion britannique d'origine somalienne. Si son rêve se réalise, s'il parvient à grimper sur un podium à Rio, c'est sous le drapeau olympique et non celui de la Somalie que Mohamed se verrait remettre sa médaille. Mais pour l'instant, le Brésil est encore loin. Lui et Angelina seront en juin s'ils feront ou non partie de l'équipe olympique de réfugiés. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur France 24.